Salut tout le monde, salut Cindy, je suis trop contente de te retrouver là, ma chère Cindy. Comme ça fait maintenant des années qu'on se connaît. On a été ensemble en fait à la maison de naissance à Montréal. On a parcouru quelques années ensemble. Tu es venue sous le tapis, sous le tipi, faire des cercles, etc. Donc, est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui qui es-tu et quelle sorcière es-tu? Ok, qui je suis? Je suis Cindy. Je suis une femme, je suis une mère, je suis une féministe et j'aime ajouter et je suis badass. Quel genre de sorcière je suis? Moi, dans ma vie, le mot sorcière, il a vraiment une connotation très politique et féministe. Tu t'en doutes, tu me connais. Parce que c'est les sorcières, c'est quoi? C'est celles qu'on a chassées, c'est celles qu'on a brûlées, qu'on a assassinées. Et puis en fait, les sorcières, c'était avant tout des femmes, finalement. Euh, je pense qu'un livre qui a été fondateur pour moi comme ce processus d'appropriation du mot sorcière, ça a été le livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, où finalement on comprend comment le narratif de la sorcière a vraiment été un instrument du patriarcat, de la misogynie, et comment ça continue de l'être. Toutes les images qu'on garde encore de nos jours sur la sorcière pour en fait décrédibiliser les femmes âgées, les femmes indépendantes, les femmes célibataires, etc., etc. Par exemple, l'image de la vieille fille à chat, en fait, c'est la sorcière. Donc moi, c'est ça. Je suis une sorcière dans le sens du féminisme. Je suis une sorcière dans le sens de celles qui se battent. Je suis une sorcière dans le sens de celles qui veulent promouvoir l'autonomie. Ouais, je suis cette sorcière-là. Waouh, tout un sujet là d'introduction. Alors, j'ai envie de te dire, comment t'es devenue cette sorcière-là? En fait, qu'est-ce qui a fait que toi, tu l'as associée? Enfin, en fait, oui, comment t'es devenue sorcière, féministe, engagée, politisée, en fait? C'est quoi ton chemin? Oh boy. Tu sais, là, je suis comme, attends, à quel moment je commence? Parce que c'est long. OK, OK. Moi, j'ai grandi dans un milieu quand même très religieux, puis dès toute petite, il y avait des trucs qui me semblaient bizarres, là. Tu sais, pourquoi les femmes, elles peuvent pas faire ça? Pourquoi les femmes, elles doivent faire ça? Je remettais déjà en question tu sais, du peu de conscience que j'avais, mais quand même, ça me chicotait un petit peu, là, tu sais. Puis, je commençais à voir qu'il y avait des doubles standards, là, tu sais. Ah, les garçons, ils peuvent faire ça, c'est correct pour eux, mais nous, c'est pas correct. Mais pourquoi? Ben, voyons donc, tu sais. Fait que j'étais très... c'est ça, je remettais déjà beaucoup en question, ce qui, du coup, dans ma communauté, ma famille, qui était comme dans une communauté religieuse, me mettait un peu à part, puis c'était difficile à vivre. J'ai quitté tout ça à l'âge des études, j'ai envie de dire. Je me suis engagée beaucoup dans le syndicalisme étudiant. J'ai rejoint des initiatives féministes à l'époque déjà, mais ce qui a été un tournant radical pour moi dans mon féminisme, ça a été l'entrée dans la maternité. C'est-à-dire que dès lors que je deviens enceinte de ma fille, mon premier bébé, là, peu importe, on ne savait pas encore quoi que ce soit à ce moment-là, je commence à me renseigner, à m'éduquer sur l'accouchement et en fait, très rapidement, je comprends qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire qui est venu comme nous incapabiliser dans notre puissance. Puis, c'est très clair pour moi, tu sais, je me rappelle exactement ce moment où je suis sur la banquette arrière de mon auto, je regarde mon bébé qui a moins de 24 heures, je la trouve merveilleuse, je prends conscience que hey, c'est toute moi qui ai fait ça. En plus, moi, j'ai un passif où j'ai vécu de la violence physique, psychologique. Mon corps a été shamé. Je n'étais même pas encore au primaire quand on me disait que j'étais trop grosse, j'étais pas assez ceci, j'étais trop cela. Donc, moi, je me sentais comme pas capable avec mon corps. Puis j'avais pris tellement de coups aussi, que ce soit psychologique ou physique, qu'il y avait comme une coupure. J'étais très dans ma tête, mais parce que c'était aussi une protection de ne pas ressentir les émotions, de ne pas ressentir mon corps. Sauf que la grossesse, d'un coup, pouf, on dirait que ça a été une reconnexion à mes émotions, à mon corps, tellement intense que c'était déstabilisant, c'était vertigineux.
Et puis, j'ai mis au monde ma fille naturellement, pas de péridurale, dans l'eau. C'est moi qui l'ai attrapée. Je suis émue quand je dis ça. Je l'ai mise sur ma poitrine. Puis j'étais comme, oh my God, je me suis jamais sentie aussi puissante de ma vie. Et dans l'auto, donc de retour, je dis à mon chum, je fais, pourquoi on ne sait pas qu'on a toute cette puissance? Pourquoi on nous le cache? Et à partir de là, moi, ça a été un début de parcours où j'ai joint des organismes de défense de droits, surtout autour de la périnatalité, des organismes féministes. Ensuite, j'ai joint des organismes féministes de défense en santé sexuelle et reproductive, donc droit à l'avortement, etc. Vraiment tout le cycle sexuel et reproductif. Et avec toutes ces connaissances-là, je ne pouvais pas être autrement que féministe. Tu ne peux pas être autrement que féministe quand tu prends la conscience de l'ampleur du système, de son organisation, et en même temps, la conscience de la puissance qu'on est capable d'aller déployer quand on arrive à se défaire des conditionnements qu'on a depuis notre plus jeune âge. Et là, moi, j'ai envie de te faire enchaîner, mais parce que tu as 3 enfants aujourd'hui, là, donc tu as eu 2 autres accouchements derrière, où tu as été dans ta puissance, enfin, tu vois, alors, il n'y en a pas un moins que l'autre, mais c'est quand même un parcours incroyable. Tu veux nous raconter? Ben oui, je veux bien, puis j'ajouterai aussi autre chose. J'ai aussi eu un petit bébé que j'appelle mon bébé flocon, qui a été l'expérience d'une grossesse interrompue spontanément à peu près à 12 grossesses, qui a été un passage pour moi aussi. Puis c'est vraiment ça que je porte aujourd'hui, c'est que chaque grossesse, chaque mise au monde, comme plein d'autres expériences dans la vie, mais celle-ci notamment, sont des passages significatif, transformateur, où bien sûr, tu peux décider d'être vraiment comme dans une coupure émotionnelle, mais si tu plonges, ça t'amène forcément à de l'introspection, ça t'amène à des découvertes, ça t'amène à une connaissance de soi qui est de plus en plus profonde. Donc, cette expérience de la grossesse interrompue a été énorme et elle a aussi joué dans mon féminisme. Ce jour-là, j'ai compris de comme l'injonction à ne pas parler de la grossesse avant les 3 premiers mois, c'est pas pour soi, c'est pour tous les autres, c'est pas pour soi, c'est pour la société. Parce qu'en fait, quand tu vis la grossesse interrompue et que tu n'as pas parlé de ta grossesse à personne, tu es isolé, tu es seul. Moi, par chance, je venais d'en parler une semaine avant, donc j'ai pu être vraiment bien entourée. Mais c'est vraiment une injonction qui ne sert pas du tout la personne concernée, celle qui est enceinte, mais qui en fait est là pour protéger les gens autour de leurs émotions. Mais à un moment donné, une vie sans émotion, c'est pas une vie qui est complète, là. Fait que c'est ça. Exact. Tu viens remuer des choses à l'intérieur de moi, tu vois, parce que c'est clair, là, je veux dire, j'en ai eu des fausses couches, puis tu sais, c'est clair, la première fausse couche, combien j'étais isolée parce que j'en avais pas parlé, en fait, c'était à 6 semaines, tu vois, puis, et je te dirais même, en fait, notre deuxième fausse couche, ça a été, enfin, je l'avais dit à tout le monde avant les 3 mois, justement, en réaction à cette injonction. Et en fait, les gens sont démunis aussi, ils ne savent pas comment t'accompagner. Et puis même moi, en fait, je ne savais pas comment ouvrir mon cœur, tu vois, en tout cas, à accueillir les émotions des autres parce que j'avais déjà les miennes à gérer, mine de rien, dans tout ça. Par contre, je voudrais t'entendre pourquoi tu n'utilises pas le mot fausse couche, mais tu utilises le mot grossesse interrompue. Je suis sûre qu'il y a quelque chose derrière ça. Tu me connais bien. Bah parce que ça n'a rien de faux. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Et je suis très émue. Mais fausse couche, c'est dénier ce qu'on vit. Mais on vit réellement un deuil. On vit un gros deuil. Puis moi, je me rappelle, tu sais, justement, le monde pour comme te consoler à tout un tas de phrases qu'on ferait mieux d'éviter. Et notamment, mais tu es en bonne santé, tu es jeune, tu vas pouvoir en faire un autre. OK, mais bébé flocon, c'est bébé flocon, il n'y en aura pas d'autres. Puis tu sais, il y a quelques semaines, mon fils qui a 3 ans et demi, il me parlait de bébé flocon, parce que bébé flocon, il est vivant dans notre famille. Là, tu sais, je veux dire, ça arrive qu'on en parle, puis qu'on parle de cette expérience. Puis, tu sais, surtout mes enfants, tu sais, mon petit loulou qui a 3 ans et demi, là, il essaye de comprendre un peu comme, mais
moi, j'étais où quand Diana, elle était dans ton ventre? Fait que, tu sais, il essaie de comprendre un peu l'ordre entre les enfants, tu sais. Puis là, il me parle de bébé flocon, il me dit, tu sais, maman, je pense que bébé flocon, il avait besoin de tout l'espace et c'est pour ça qu'il est parti. Oh, Et il a dit, tu sais, maman, je vais l'aimer toute ma vie, bébé flocon. waouh. C'est beau, c'est tellement beau que ce bébé flocon ait une place dans la famille, qu'il soit reconnu comme tel. Tu vois, c'est pas évident en fait, parce que c'est sûr, ça me fait le miroir. Tu sais, nous, on a perdu un fils à la moitié de la grossesse en fait, puis ça a été un drame en fait pour notre famille. Puis c'est encore compliqué de nommer en fait. Voilà, il y a Raphaël et les filles, vous avez un frère. Alors, moi, je le nomme, mais dans la dynamique familiale, c'est pas si simple parce que ça vient lever plein d'émotions en fait en arrière de ça. Donc, vous êtes beau, enfin, tu vois, et puis tu l'as tout de suite mis en avant, alors que tout de suite, je suis partie sur les accouchements de tes autres enfants, mais ça montre à quel point il a une place unique, en fait, justement, et qu'il a fait partie aussi de ton parcours de la sorcière, en fait, que tu es, cette féministe. Vraiment. Et merci de le ramener, ouais, de rappeler que les grossesses interrompues font partie aussi de la maternité, en fait, tout simplement. Ouais, ouais. C'est des expériences qui Mm. puis c'est ça, c'est qu'on est très, très nombreuses à le traverser. Et en même temps, on en parle de plus en plus, mais ça reste quand même tabou. Et en fait, quand moi, j'avais tellement de peine, c'était tellement fort que moi, j'en ai parlé partout. Tu sais, je n'ai pas Mm. beaucoup, vraiment de filtre dans la vie. Et en fait, bah, des amis ont commencé à me dire, mais moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, j'ai découvert. Puis j'étais un peu, j'étais limite fâchée contre elle. Pourquoi tu m'as rien dit, tu sais? Mm. Faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on se le dise, là, genre, il faut qu'on se parle. On a besoin de ça, on a besoin de se relier ensemble, là. Puis c'est après Bébé Flocon que moi, j'ai commencé à aller dans des cercles de parole, des cercles de femmes. Ça a fait partie de mon cheminement et de mon deuil de cette expérience-là. Et tu as enchaîné quand même encore avec plusieurs enfants derrière, en fait, après, parce que je comprends, bébé flocon, c'est le deuxième, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Puis là, tu as eu deux autres accouchements aussi qui t'ont transformée. Ouais, et qui n'ont rien à voir, c'est ça qui est extraordinaire parce que ben, mon deuxième, c'est drôle parce qu'au début, je voulais pas faire d'échographie à cette grossesse-là, puis à 20 semaines, j'appelle ma sage-femme, puis je dis, je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'aller faire une échographie. Et elle me dit, OK, pas de problème, je te donne la prescription et tout ça. Et donc j'y vais. Et ben, mon fils a une fente labiale. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement un bec de lièvre. Évidemment, je préfère l'expression fente labiale, c'est-à-dire que la lèvre est pas refermée, en fait. Donc, forcément, ben là, il y a quand même des tests qui embarquent, machin, tout ça, etc. Mais ça ne changeait rien pour le suivi de grossesse, ça ne changeait rien pour la naissance. Donc, moi, je veux ma naissance à domicile. J'ai quand même d'autres éléments qui font que les sages-femmes au début ne veulent pas, mais finalement oui. Et puis finalement, moindre signe un peu comme pas complètement aligné, il a fallu transférer à l'hôpital. Puis c'est bien correct. C'est juste que moi, l'hôpital, c'est pas un endroit où je me sens à l'aise. C'est pas un endroit où je me sens en sécurité. C'est pas un endroit où je me sens chouchoutée. Je sais que pour d'autres personnes, c'est différent, mais moi, voilà, c'est pas ce que je préfère. Et donc, j'arrive là-bas, le stress embarque de fou et rapidement, les choses ne sont pas alignées. Puis j'ai vraiment eu comme une vision. J'ai eu une vision de forceps et j'avais cette boucle qui tournait enfin, cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Ils vont te l'abîmer, ils vont te l'abîmer. Puis je ne pensais pas à mon périnée, mais à mon bébé. Et donc, j'ai demandé une césarienne. Pas de gaieté de cœur, mais voilà. Je ne l'ai pas super bien vécu, mais pour différentes raisons, sur la prise en charge des soins. Là, il y a pas eu aucun respect, je trouve, du caractère unique de la naissance. Tu sais, eux, ils en font plusieurs fois dans la journée des césariennes, mais moi, c'est mon unique mise au monde de ce bébé et c'est sa unique naissance. Puis je trouve qu'il n'y a aucun respect de ça. Ça, je l'ai vraiment mal vécu. Mais vivre cette césarienne, ça a été vraiment salvateur pour moi
parce qu'on dirait que j'avais commencé à croire que pour pouvoir accoucher dans sa puissance et tout ça, ben, il faut forcément accoucher naturel, nanana, nanana. Puis je faisais fausse route, je me trompais en fait. Bien sûr que ça aide. Je veux dire, bien sûr que c'est quand même plus le fun de pouvoir accoucher vaginalement son bébé dans des bonnes conditions qu'au bloc opératoire, là, tu sais. C'est quand même pas le fun, le bloc, mais c'est un passage qui peut faire partie d'un chemin. Donc, bref, moi, après ça, j'ai décidé d'avoir un autre bébé. On a décidé avec mon conjoint d'avoir un autre bébé qui est arrivé plus vite que ce qu'on aurait voulu, mais bon, ça, c'est la vie. Et j'ai commencé un suivi sage-femme. Et en fait, rapidement, je me suis trouvée en désalignement total avec ce qui était en train de se passer dans le suivi. Puis j'ai lu un livre qui est vraiment venu m'allumer. C'est le livre de Laura Chanley Kaplan, Accoucher par soi-même, le guide de la naissance non assistée. C'est pas vraiment un guide en tant que tel, là, c'est un peu un abus de langage, je trouve le mot guide, mais en tous les cas, vraiment le fun. Puis en fait, moi, je visualisais de plus en plus la naissance de mon futur bébé, puis je le voyais chez moi. Pourtant, je voulais accoucher à la maison de naissance, mais chaque fois dans mes visualisations, c'était chez moi. Et il n'y avait pas de sage-femme. On dirait que plus que ça allait de l'avant, puis plus que c'était évident pour moi que j'allais accoucher à la maison sans assistance médicale. Et ce suivi sage-femme, c'était comme si je me gardais un backup au cas où. Et là, moi, la réflexion que j'ai faite, c'est comme si je garde ce suivi sage-femme, c'est comme si j'auto-sabotais ma confiance. Parce que je ne peux pas être complètement dans ma confiance si je me garde un backup au cas où. Ça, c'est ma vision à moi, là. Tu sais, genre, c'est mon chemin à moi, je tiens à le préciser. Fait que j'ai décidé d'arrêter le suivi sage-femme et vraiment de plonger complètement à l'intérieur pour aller travailler cette confiance-là. Ça a été tout un chemin qu'on a fait ensemble avec mon chéri aussi, là, qui était complètement avec moi là-dedans. J'ai pas eu de suivi sage-femme, mais je me suis construit mon propre suivi avec différentes médecines, etc. Et puis, ça a été mon accouchement le plus long et le plus difficile. C'est ça qui est extraordinaire. On peut se dire, ah ben oui, c'est forcément plus facile. Ben non. Non, parce qu'il me restait comme différentes choses à transcender et cet accouchement m'a permis de transcender plein d'affaires. Mais c'est ça. Je ne sais pas à quel point tu veux que je te raconte tout, mais c'est passé tellement de trucs. C'était fou. Oui, mais c'est quand même incroyable parce que tu as eu en fait 3 accouchements, en fait, maison de naissance pour ta première, la césarienne pour le deuxième, l'accouchement non assisté pour le troisième. Puis ça a mis au monde la Cindy que tu es en fait aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, cette troisième naissance, tu sais, il y a mille et une raisons de faire un accouchement non assisté ou je préfère utiliser le terme d'enfantement libre et autonome. Mais je pense que moi, dans mon parcours, dans mon chemin, c'était vraiment une reprise de pouvoir politique, féministe sur mon corps. Et en plus, j'ai appris après. J'ai appris après cette mise au monde. Je pense que je t'en ai jamais parlé. J'ai appris certains éléments de circonstances de ma naissance que je ne connaissais pas. Moi, on m'avait juste toujours dit que ma propre naissance avait été une boucherie. Et j'en savais pas plus. Je savais que j'étais née en siège décomplété. Voilà. Boucherie, siège décomplété. C'était pas mal ça. Et en fait, comme ma sœur était enceinte au moment où moi j'ai accouché, puis qu'elle a accouché comme quelques mois après, et qu'elle a eu un bébé en siège, ma mère s'est confiée à elle et ma sœur m'a raconté. Ma mère a vécu, a priori, de ce que j'ai compris, une expression abdominale, ce qu'on appelle aussi manœuvre de Kristaller, c'est quand ils appuient sur le ventre. By the way, c'est complètement interdit, en tout cas maintenant. Peut-être à l'époque, c'était différent. C'est complètement interdit parce que ça peut être très dommageable pour la personne qui accouche et le bébé. Et apparemment que le personnel hospitalier aurait dit « on pensait sortir un bébé mort ». Sauf que le bébé mort, bah, c'est moi. Fait que, ça a été mon premier rapport forcément par ma propre naissance avec le monde médical. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans cet accouchement non assisté qui s'est étalé sur plus que 3 jours, un moment donné, j'ai à mon chum, je dis là, ça fait des heures et des heures que mon travail n'avance plus, on va partir à l'hôpital. On se donne encore une petite heure, 2 heures, puis si ça n'avance pas, on va partir à l'hôpital. Puis là, je mets la musique, j'essaie de switcher l'énergie. Puis ça switch d'ailleurs, ça switch l'énergie. Mais après 1 heure,
travail avance toujours pas. Ça fait des heures et des heures que je suis comme, parce que je m'étais rendue que je m'auto-évaluais, tu sais, tu sais, que mon col était pareil, que ça bougeait pas, j'étais fatiguée, ça faisait 3 nuits blanches que je faisais. Puis je me rappelle, je suis assise à la table de la cuisine, puis je regarde mon chum, je fais, tu sais, Hugo, je suis sereine avec l'idée d'aller à l'hôpital. Je suis sereine. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est correct. Puis là, parce que j'ai fait cette guérison à ce moment-là, tout a débloqué. 2 heures après, j'ai mon bébé dans les bras. Je ne suis pas partie à l'hôpital, je suis restée chez nous. Waouh, C'est ça. incroyable. Ouais. Incroyable, la boucle est bouclée en fait avec Maïko, enfin, ce qu'elle a pu apporter dans sa naissance en fait. C'est Ouais. puissant, c'est Ouais. vraiment puissant. Ouais. Oh, j'ai des frissons partout. Tu sais, il y a encore Et, plein d'autres couches que je te raconterai, mais tu sais, je vois là, je suis comme. ouais. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de nommer, tu vois, comme dernière question que moi je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu voudrais nommer aux personnes qui vont regarder, à ces femmes peut-être qui ont vécu un parcours de maternité plus ou moins difficile ou qui s'apprêtent en fait à accoucher. By the way, j'ai juste envie de préciser que tu as quand même une sacrée réparation avec une sage-femme qu'on a en commun qui est Ouais. extraordinaire. Oh, Tu sais, oui, après oui. la césarienne, là, c'est tout un rituel, mine de rien, de guérison Ouais. par rapport à cet accouchement. Moi, ça m'avait profondément marqué ce que c'est un rituel de guérison. Qu'est-ce que tu voudrais leur nommer donc à ces personnes-là? Tu sais, je ne sais pas, un livre, un conseil. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à celles qui ont cette intuition, tu vois, elles se sentent sorcières, plus ou moins, puis c'est un petit côté badass aussi d'être sorcière. Tu sais, comment tu le vois? Ok, il y a trop de questions dans ta question, mais je vais quand même y répondre. D'abord, pour moi, badass, ça veut dire quoi? Et tu sais que j'accorde beaucoup d'importance au mot. Donc, selon une chercheuse dont le nom m'échappe, mais je pourrais te donner le lien à mettre en dessous si tu veux de la vidéo, chercheuse à l'université Paris 8, qui a vraiment fait une étude sur comment le mot badass a évolué dans le temps, etc. Une badass, c'est une femme forte, c'est une femme courageuse, mais c'est aussi une femme qui sait être subversive. Voilà. C'est devenu comme un mantra à force, ta puissance ne dépend pas des circonstances. Ça, là, genre, j'aimerais le clamer au monde entier. Et parce que très souvent, on cherche justement pour être en puissance, pour être en confiance, etc., on cherche à organiser les choses autour. C'est un élément et c'est clair que créer un environnement dans lequel on se sent en confiance, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, si cet environnement qu'on place autour de soi ne nous permet pas d'être dans notre pouvoir décisionnel, dans notre pouvoir intentionnel, alors on n'arrivera pas à être dans sa pleine puissance. Donc vraiment, ta puissance ne dépend pas des circonstances. Puis, je trouve que, notamment autour de la naissance, on sait l'importance des environnements. Ça, c'est n'importe quelle doula, n'importe quelle accompagnante, n'importe quelle sage-femme te dira que l'environnement est très important. Mais si tu n'as pas travaillé aussi ce qui se passe à l'intérieur, ça se peut que ce soit plus difficile, là, tu sais. Fait qu'il y a, Et puis, il y a différentes façons de le faire. Comme, tu sais, quand je dis travailler, ce n'est pas forcément aller prendre un coaching de développement personnel, hein. Parfois, c'est… moi, ma première grossesse que j'ai fait, quand je me rappelle, j'ai lu le livre « Le bébé est un mammifère » de Michel Audin. Dès lors que je comprends l'impact de l'inhibition néocorticale, c'est-à-dire que si ton néocortex, qui est le cerveau de la raison, de la parole, des chiffres, etc., s'il est trop allumé, ça ne permet pas au cerveau archaïque de libérer les hormones comme il faut. Dès lors que j'ai compris ça, moi qui suis une fille super dans sa tête, j'ai dit « Ok, je ne lis pas une ligne de plus. » J'ai fermé le livre et moi, ma décision, ça a été de ne plus rien lire sur l'accouchement parce que je ne voulais pas être dans ma tête. Ça a été mon pouvoir décisionnel. Donc, un pouvoir décisionnel, ça peut être aussi « je ne fais rien ». C'est ça que je veux dire là, tu sais, c'est peut-être, je décide que stop, on me fout la paix, je me fous la paix, genre j'y vais, quoi, tu sais. Fait que c'est ça. Et un livre, ben, je l'ai nommé tout à l'heure, Mona Chollet, La puissance invaincue des femmes, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, c'est une pépite pour comprendre la vraie histoire des sorcières. Et d'ailleurs, moi, depuis ce livre, je suis incapable de lire des histoires à mes enfants dans lesquelles il y a des sorcières avec le nez crochu, le montant en galoche et tout ça. À chaque fois, je leur dis, ça là, c'est parce qu'ils veulent vous expliquer qu'une sorcière, c'est une mauvaise personne, mais
tu le sais, toi, ce que c'est une sorcière. Est-ce que maman, c'est une sorcière? Oui, maman, c'est une sorcière. Est-ce que maman, elle a le nez crochu, le menton en galoche et puis des verrues partout? Non, OK. Tu sais pourquoi ils nous montrent ça, tu sais, genre comme de vraiment le faire comprendre parce que ça a été la chasse aux sorcières, ça a été la plus vaste opération de soumission des femmes. Et veut pas, même si on a l'impression que c'est dans l'ancien temps, que c'est ailleurs, etc., on l'a romantisé pour le mettre à distance, mais en réalité, il y a plein de choses qui en découlent, qui sont encore des outils utilisés pour nous soumettre, pour nous diminuer, pour nous enlever notre puissance, en fait. Là. Ça me fait rire que tes enfants te disent aussi maman est une sorcière parce que dans les dîners de famille, moi j'ai ma grande qui est sortie, maman est une sorcière et moi aussi et ma sœur aussi. Et là, tu sais, ce moment où j'étais tellement fière, j'étais comme éducation réussie. En tout cas, Cindy, on va te reprendre au micro parce que je sais qu'il y a plein d'autres sujets dont on pourrait approfondir ensemble. Là, on se verra dans la saison 2 probablement. Je t'embrasse fort. Merci d'avoir pris le temps. Je suis trop contente d'avoir connecté ici avec toi. Et je te dis à bientôt. Merci.